Donc je suis effectivement, je vais me mettre debout, je préfère. Je suis la nouvelle directrice générale de Adobe depuis 3 mois. Et ce matin, effectivement, j'ai prévu de vous parler d'Adobe, pas de Photoshop, pas du format PDF et d'Acrobat. Ce que je voulais vous dire, c'est que Adobe est une entreprise numérique depuis pratiquement 40 ans. Et vous verrez, c'est... comment vous dire ? C'est surprenant. J'aimerais vous présenter donc Jonathan. Jonathan, c'est pas le CEO, mais le CTO. C'est une petite erreur de Caudalie, qui va nous raconter son parcours. Et puis, effectivement, on a prévu de terminer cette session. Donc, en gros, la session va durer un peu moins de 30 minutes. On a prévu de terminer cette session par Nicolas, qui va nous amener dans les étoiles et qui va nous parler de photoshooting 3D. Donc, nous allons démarrer par une vidéo. Et oui, le numérique est devenu notre principal moyen de nous connecter, de travailler, de nous divertir et donc d'acheter. Pour revenir sur effectivement Adobe, nous avons ouvert la voie il y a 40 ans et nous sommes à la tête aujourd'hui de 3 catégories différentes. Donc les logiciels de créativité, tout à l'heure je parlais de Photoshop mais pas que. Les documents, donc la suite PDF, la suite Acrobat et toute la signature électronique. Et ensuite, l'expérience client. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience client ? L'expérience client, chez Adobe, c'est tout ce qui est personnalisation. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que tous les secteurs ont connu, pendant la crise, des énormes changements. Donc, effectivement, une accélération du numérique. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a gagné 10 ans en 18 mois. Et même les secteurs réglementés et ceux qui étaient plus lents à adopter, en fait, le numérique, ont été obligés de se transformer. On a vu l'explosion, en fait, de Doctolib ces derniers mois, qui a vu sa plateforme exploser, c'est le terme. Et tous les changements au niveau de la médecine personnalisée, la télésanté et les nouvelles façons d'engager avec les patients. Donc nous avons remarqué que les préférences d'achat en ligne ont changé. Les consommateurs ont majoritairement augmenté leurs achats en ligne et ils sont de plus en plus nombreux à abandonner leur panier pour chercher de meilleures offres et une expérience plus simple. En fait, la simplicité et la rapidité de l'expérience ne sont plus seulement appréciables, mais clairement indispensables. La livraison et les retours gratuits, la personnalisation de l'offre, les prix, l'expérience sans interruption restent des facteurs clés d'incitation à revenir et à augmenter les dépenses. Un autre point qui est important, c'est l'aspect environnemental. On le voyait tout à l'heure avec Respire. L'aspect environnemental influence aujourd'hui complètement les achats en ligne. Et nous sommes tous prêts à acheter plus cher pour acheter un produit qui a un côté éthique et éco-responsable. Enfin, on va parler un peu de ce qui se passe en France. Ce qu'on a constaté, c'est que près de la moitié des Français achètent beaucoup plus en ligne qu'il y a un an. Et c'est valable, c'est ça qui est nouveau. Donc là, on a une population plutôt jeune dans la salle, mais ce qui est nouveau, c'est que ça concerne aujourd'hui toutes les tranches d'âge. On peut remarquer que les plus de 55 ans ont su s'adapter, enfin, et achètent de manière plus régulière. Et même les plus de 65 ans, donc 60%, se disent plus à l'aise avec les achats en ligne. En fait, l'expérience d'achat d'aujourd'hui, elle est clairement définie par
par des acheteurs en ligne qui influencent les différentes évolutions. Donc, ce qu'on regarde dans les chiffres, 72%, là, ce n'est pas un chiffre qu'on a ici, mais 72% des Français accordent de l'importance à la simplicité de l'expérience. La simplicité pour pouvoir trouver son produit rapidement, obtenir des informations claires et passer au panier facilement et ensuite effectuer un achat sans faille. Alors, on va rester un peu sur comment les commerçants s'adaptent aux changements rapides des préférences des consommateurs. L'une des conséquences, c'est l'adoption de l'omnicanal. Ce que ça veut dire l'omnicanal, on parle d'hybridation, on parle de achat physique, achat magasin, achat virtuel. Mais en gros, c'est comment les retailers gèrent les magasins physiques pour avoir une approche qui permet de garder le lien avec le consommateur. Alors, pour 2021, 47% des retailers interrogés en France ont exprimé leur volonté d'ouvrir des espaces de vente hybrides, répondant à la fois aux besoins des acheteurs en ligne et en magasin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoption digitale se traduit par de l'ingéniosité. Tout à l'heure, j'aimais beaucoup l'exemple de Chantilly. On est en train de réfléchir en permanence à comment personnaliser, à comment être ingénieux sur ce qui va être le produit de demain. Et en fait, ce qu'on regarde, selon une étude qui a été menée par Adobe et e-Consultancy, sur les tendances digitales du retail en 2021, plus de la moitié, donc même plus 57%, estimaient avoir pu tester librement de nouvelles idées pour innover dans le marketing. Et 79% disaient qu'ils n'ont pas eu le choix de se montrer agiles et réactifs. On parlait tout à l'heure des profils dans ce monde-là. La première compétence, je dis ça là pour toutes les jeunes générations qui sont là, la première compétence qu'on recherche aujourd'hui, c'est l'adaptabilité et l'agilité. Enfin, le dernier chiffre que je vais vous donner, après je vous promets, j'ai fini avec les chiffres, c'est que, en fait, oui, je reviens sur, 79% se disaient s'être montré agile et réactif pour faire face à la situation, et ensuite prendre des décisions rapidement et communiquer auprès de leurs clients de façon, on va dire, sans filtre. Donc, ce qui s'est passé, ce qui a changé également là, ces 12 derniers mois, c'est que les retailers ont enfin développé en magasin de façon beaucoup plus massive le libre-service digital en magasin, et on en parlera après avec Jonathan, l'expérience mobile. Alors, cette connaissance client, elle résulte de quoi? D'une maîtrise de la donnée, tant dans sa collecte, puisqu'en fait, il faut la capter, que dans son exploitation. Ce qui nous a énormément aidé ces dernières années, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle et le machine learning, qui sont des aides aujourd'hui précieuses en termes de proactivité, de gestion de stock et de relation client. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que s'il y a eu effectivement beaucoup de bouleversements ces derniers temps, ça a été également de nouvelles opportunités pour tout le monde. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il reste encore du chemin. En fait, le principal enjeu aujourd'hui, et je vais vous donner mon propre exemple, c'est comment est-ce qu'on garde tous les clients qui n'étaient pas des clients digitaux, qui sont venus sur le digital et qui doivent rester aujourd'hui des clients en ligne. En fait, je vais vous donner mon exemple qui va rayonner sur Caudalie. Ce n'est pas fait exprès, mais presque. Pendant le confinement, tous les magasins avaient fermé. Donc, en fait, je devais aller acheter mes crèmes anti-rides, parce que ça y est, maintenant j'ai 45 ans, et donc j'ai dû aller à la pharmacie pour aller acheter des crèmes. Et donc j'ai découvert des nouveaux produits que je ne connaissais pas. Et donc j'ai découvert, je connaissais Caudalie, bien entendu, mais je n'étais pas forcément une cliente récurrente. Donc je suis allée chez Caudalie et je me suis dit, mais en fait, maintenant je suis devenue une cliente Caudalie un peu contrainte et forcée, et comment est-ce que Caudalie va me garder comme cliente ? Comment est-ce qu'il va prendre mon information d'un achat en pharmacie et ensuite comment il va m'envoyer sur un parcours digital, ou comment est-ce qu'il va m'alimenter pour me faire connaître les offres de soins dans les boutiques directes Caudalie. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé, on a le cas de tous même les retailers, les Carrefour, les systèmes U qui ont vu en 12 mois accélérer complètement le chiffre d'affaires online qu'ils faisaient chez leurs clients. Donc, ils sont montés à 16% de leur chiffre, quelque chose qui était complètement inenvisageable. Il y a 18 mois, c'était un projet, un rêve pendant 10 ans. Ils sont un peu redescendus. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on garde ces clients
fidèles. Comment est-ce qu'on garde ces clients online? Comment est-ce qu'on ne descend pas maintenant en dessous des 10 ou des 15% de chiffre d'affaires qu'on faisait online? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir pour les prochaines sessions. J'aimerais bien, Jonathan, que tu nous parles de Caudalie et de ton arrivée. Alors Jonathan, il est un peu comme moi, il est arrivé il n'y a pas très longtemps chez Caudalie. Il était précédemment le CTO de Zadig et Voltaire, donc c'est intéressant de savoir comment ont vécu ces deux marques, mais en particulier Caudalie. Donc Jonathan, je vais te poser quelques questions. Tu as rejoint Caudalie il n'y a pas très longtemps, et je voulais savoir ce que tu avais vu de... Je vais attendre un peu. Ça y est, c'est bon? Donc voilà, donc Jonathan, tu as rejoint Caudalie il n'y a pas longtemps, et je voulais savoir ce que tu avais vu de particulier dans cette nouvelle aventure. Bonjour Sophie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, avec Nicolas. C'est bien de voir du monde, en tout cas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un événement sur Paris et dans le monde entier. Donc bonjour à tous. Et du coup, mon arrivée chez Caudalie est très récente. Donc Caudalie, c'est une entreprise 100% familiale et indépendante. Ils sont respectueux du coup des hommes et de la planète. C'est également une entreprise où on voit un service IT qui est disponible pour les métiers et qui développe des outils in-house. Donc ça, c'est très intéressant de voir ça. On a également une logistique très moderne, parce que vous savez, on a aussi bien des canaux B2B que B2C. Et donc, on a 13 000 points de vente dans le monde entier. Et c'est pourquoi notre logistique est ultra moderne. On a un mini Amazon, on en est très fiers. On a également un programme de fidélité chez Caudalie qui est unique et omnicanal pour le coup, et mondial aussi. Donc partout dans le monde où vous pouvez acheter des produits Caudalie, vous pouvez ensuite aller sur le site, renseigner le code unique qui se trouve à l'intérieur du produit et vous participez du programme de fidélité. J'en profite du coup pour vous parler de notre opération commerciale qui est en cours. Doublez vos points. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site et participer dès aujourd'hui. On fait de la pub, c'est pas mal. Ouais, et alors dis-moi justement, Jonathan, donc là tu nous parles un peu de toutes les nouvelles tendances. Ouais. Tu nous as parlé, je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, 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 il y a encore des nouveautés sur Caudalie. Désolé. En fait, on a des réseaux sociaux qui sont complètement on fire en ce moment. On a eu une vidéo avec 100 millions de vues sur TikTok pour notre masque détox. On a fait une rupture de stock mondiale et sur tous les canaux. 100 millions, ouais, c'est juste énorme. Incroyable. Wow, non, franchement. Et là, comme on va en parler, tu vas avoir à peu près 400 vues de plus qui vont arriver sur TikTok. Espérons. Et puis un dernier point qui est très important, on a un service client aussi qui est bien entendu à l'écoute de nos clients pour tout type de questions, sur tous les types de peau, etc. Super. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'expérience mobile et j'aimerais bien que tu nous parles du projet Progressive Web App, donc pour une meilleure accélération et une meilleure conversion, si j'ai bien compris. Oui, en effet. Alors aujourd'hui, juste pour faire un petit step back, à mon arrivée, on a dû faire une grosse phase de stabilisation de la plateforme. On a amélioré nos process, on a revu tout plein de choses. On a réinternalisé notre partie hébergement, pour le coup, pour mieux maîtriser nos coûts et également notre croissance sur Caudalie.com, qui est vraiment très élevée suite au Covid et ce genre de choses qui se sont passées ces derniers temps. On voit aujourd'hui plus de 70% de notre trafic qui est sur mobile, donc c'est assez important, et c'est pourquoi on veut aller vers une architecture découplée pour créer une meilleure expérience pour nos clients en ayant un site beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide à charger. Et donc on améliorera par conséquent notre taux de conversion qui est ce que tout e-commerçant cherche aujourd'hui. Super. Alors, on a parlé de Respire. On me parle de tendance de développement durable. Moi, je trouve que ce qui est génial pour Caudalie, c'est qu'en fait, vous êtes né là-dedans. Historiquement, vous avez créé une éthique, vous avez créé un commerce responsable, un développement durable. Donc, est-ce que c'est quelque chose vraiment de différenciant chez Caudalie par rapport à ce que tu as connu dans le monde du textile ? Oui, complètement. Alors, il faut savoir que dans le textile, quand même, il y avait déjà de gros efforts qui étaient faits et qui sont en cours chez Zadig et Voltaire.
Chez Caudalie, c'est différent. C'est vraiment dans l'ADN de base. En fait, on est sur des produits qui sont d'origine naturelle, pour le coup. Donc, on est vraiment très responsable là-dessus. Et notre mission, c'est de devenir la plus efficace des marques clean dans la beauté. Donc, c'est un gros challenge, mais c'est dans notre ADN. Et d'ailleurs, on n'utilise pas du tout d'ingrédients qui sont suspicieux ou indésirables. On a également notre propre no-list en fait, d'ingrédients et on a également une éthique végane chez Caudalie. Donc c'est très, très intéressant de voir tout ça dans une entreprise familiale qui existe il y a à peu près 30 ans. On a également dans notre ADN un engagement écologique. On fait partie de 1% pour la planète. Donc on déverse en fait 1% de notre chiffre d'affaires mondial pour des organisations. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'un petit changement qu'on a fait sur nos coffrets de Noël. On a retiré en fait un morceau de plastique qu'on avait et ça nous a permis d'économiser 14 tonnes de plastique 14 tonnes sur un petit bout comme ça. Sur un petit bout comme ça. Et en fait, cette année, on est également en train de faire un repackaging sur l'ensemble de nos produits. Et donc, on a vraiment diminué aussi tout le carton, tous les plastiques également, l'épaisseur des tubes. On a vraiment été très loin. Donc, on est très à cheval sur ça. Et sur tous nos prochains produits qu'on va lancer également, on le sera. Et on fait aussi une compensation de notre empreinte plastique, parce qu'on a un propre programme à nous qui est 100% plastique collect, où en fait on récolte tous les plastiques qu'on utilise. Donc ça nous permet de faire une diminution potentielle de notre empreinte plastique. Super. J'aimerais bien que pour terminer, tu nous parles de votre partenariat avec Harvard. Oui, en effet, on a un partenariat avec Harvard Medical School, avec Dr Sinclair, qui est le gourou de la longévité. Ça fait depuis 2013 qu'on travaille avec eux et on est très contents. On est vraiment sur des produits innovants et brevetés. Merci beaucoup. De rien. Merci Jonathan. Merci à toi. Nicolas va maintenant nous amener dans les étoiles. On va parler de 3D, on va parler de futur. Alors un futur pas trop lointain pour Adobe, puisque c'est un futur très très proche qui arrive dans les prochains mois. Donc Nicolas, c'est à toi. Merci Sophie, merci Jonathan. Je vais rajouter un ingrédient à présent. On a commencé à parler d'innovation, on a commencé à parler d'une trajectoire aussi d'éco-responsabilité. Le but, c'est de vous présenter quelques exemples au travers de la 3D, comment, dans la chaîne de valeur du e-commerce et du e-commerce, on est capable aujourd'hui d'avoir des vrais leviers. Et donc, je vais commencer par vous laisser quelques secondes pour balayer ces quelques images que j'affiche rapidement et vous laisser penser lesquelles parmi celles-ci sont réalisées à travers de la 3D. En fait, l'usage de la 3D, je vais assez faire simple, c'est qu'en fait, elles sont toutes générées à partir d'une 3D. Depuis un objet 3D qui a été texturé, qui a été mis en scène dans un shooting virtuel, et on va y revenir. Maintenant, on parle d'une nouvelle normalité, d'un new normal, donc une nouvelle normalité en 2021, quand, et vous le vivez au quotidien, les marques, les retailers veulent lancer des nouveaux produits, des nouvelles gammes. Très clairement, il y a 3 paramètres qui doivent être pris en compte. En tout cas, c'est comme ça que je voudrais les résumer ce matin. Premièrement, c'est des contextes macroéconomiques qui sont extrêmement mouvants. On le sait aujourd'hui, on l'a vécu évidemment les dernières années. Des marchés s'ouvrent et se referment en très peu de temps, quasiment à la journée. Ça veut dire que, évidemment, en termes de vélocité, de réactivité, les entreprises, les retailers doivent en tenir compte, y compris dans la promotion des nouvelles gammes. Le deuxième angle, c'est évidemment, on l'a vu avec Caudalie, qui finalement le porte dans son ADN historiquement, mais aussi sur toutes les entreprises qui aujourd'hui cherchent des leviers pour avoir une empreinte carbone qui soit beaucoup plus responsable. Et là encore, c'est la mission des marques de suivre les différents possibles aujourd'hui actuels dans la réalisation pour réaliser ça. Et le troisième levier, qui est aussi illustré par le témoignage de Jonathan ce matin, c'est ce rapport aux communautés, aux consommateurs qui sont à la fois suiveurs, éclairés, renseignés, amateurs qui sont extrêmement sachants et qui vont être très proches des marques et évidemment de la chaîne de distribution. Ce sont des gens qui vont en permanence alimenter un feedback quasiment en temps réel. Ça veut dire que ça aussi, les marques et encore une fois le réseau de distribution doivent en tenir compte. Et si on reprend un peu d'historique, pour faire la promotion de ces nouvelles gammes, de ces nouveaux produits,
Très clairement, la photographie traditionnelle, donc la réalisation d'un shooting avec des produits qui sont assemblés, qui sont prototypés physiquement, qui sont amenés à un endroit avec un directeur photo, avec un photographe, des équipes, c'est une logistique qui est très lourde et qui montre ses limites. Et donc, pour prendre l'angle de ce matin, si on revient à la 3D, il y a encore pas si longtemps, quelques années de ça, c'était une 3D qui était essentiellement réservée à la conception sur de la production, beaucoup plus en interne aux entreprises, notamment dans des industries telles que l'automobile ou l'aéronautique. Et vous connaissez ça très bien. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que les réalisés en termes de 3D peuvent permettre aussi de se marier avec les consommateurs finaux. Et j'en veux pour preuve cet exemple de photographie virtuelle que vous voyez ici un peu plus en grand visuel par rapport à ce que vous avez vu précédemment, mais vous voyez que sur cet exemple d'une chaise, on a une capacité à restituer des textures, de la lumière, des matériaux extrêmement divers, avec toutes les richesses des différents catalogues produits et des différentes gammes qui sont servies aujourd'hui sur les marchés, quelle que soit l'entreprise à laquelle on pense. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la photographie virtuelle est capable de se mettre à disposition d'équipes qui ne sont pas nécessairement des experts absolus de 3D. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce n'est pas de la 3D uniquement pour se faire plaisir et effectivement avoir un asset, un visuel, un contenu 3D sympa. Le but, c'est que, et ce qu'on constate, c'est qu'on voit émerger des nouveaux modèles de business, de plus en plus basés sur de la prédictibilité des chaînes de production, de la chaîne de booking, de pré-vente, ce qui fait que finalement le produit n'existe même pas encore physiquement, mais on peut déjà commencer à le vendre. Et on peut commencer à anticiper tout ce qu'on a vu précédemment sur la chaîne logistique, sur les impondérables des différents marchés, etc. On le voit sur les disponibilités des matières premières, évidemment. Et donc, au travers de ce réalisme dans le matériau, on va pouvoir décliner une stratégie d'expérience client. Et là encore, je vais comparer par rapport à deux angles historiques. Vous voyez que finalement, si on resitue sur un schéma le processus traditionnel de design et de publication d'un contenu sur de la promotion de produits, si on fait ça finalement sur du shooting physique avec de la manufacture, même pour des échantillons, avec ensuite de la post-prod, on va pouvoir itérer probablement, mais avec une lourdeur, une pesanteur énorme sur la chaîne de process. Ce qui veut dire qu'on va être sur des échelles en jours et des échelles qui vont se cumuler. Si on passe maintenant sur un processus de photographie virtuelle notamment, on voit qu'on va injecter de la production 3D directement dans le flux, avec de la rendition 3D, avec du texturing 3D, avec de la mise en scène virtuelle, qui vont permettre, et ça fait écho à ce qu'on a vu sur les communautés, de commencer à proposer des expériences clients très tôt, mais de pouvoir aussi ajuster. Si on constate qu'il y a des choses qui, dans les packshots, dans les contenus, ne sont pas bons, ne correspondent pas aux attentes des consommateurs, on peut itérer, parce que finalement, c'est une chaîne qui est une chaîne aussi digitale. Donc là encore, sur une réduction factuelle du temps associé. Et donc finalement, regardez ce visuel, vous voyez qu'on a la capacité, c'est évidemment un exemple parmi tant d'autres, mais on va décliner des gammes, des textures, des coloris, des finalement intérêts sur des ensembles ou des totalités d'une gamme, avec finalement des variations en quelques clics. Et ce qui va être intéressant, c'est de mixer cette approche de photographie virtuelle avec évidemment la capacité de mettre en scène les objets 3D. Et vous le voyez ici, par exemple, sur la partie gauche, c'est finalement les cuirs, les matériaux. Finalement, tout ça, ça va être représenté dans des shootings. Mais ça peut aussi se combiner avec des expériences 3D immersives. C'est-à-dire que l'asset 3D qui aura été créé pour ce shooting virtuel, qui sert la promotion, qui sert le site web, qui sert les bannières, etc., ben c'est aussi quelque chose qui va pouvoir être mis à disposition des consommateurs pour des expériences qui sont vraiment enveloppantes. Et ça, c'est plutôt le deuxième exemple. Et on retrouve notre petit exemple de bouteille de jus de fruits qui, finalement, peut être mis en situation chez le consommateur. C'est un exemple sur un jus de fruits, mais imaginez les possibles sur énormément de types de produits. Ce qu'on constate au niveau du ROI d'expérience, c'est sous deux angles principaux. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'engagement, la traction que ça va générer au niveau de l'engagement client, parce qu'on va personnaliser par les capacités de variation, de déclinaison, de personnalisation. On va avoir un ROI qui va être assez factuel. Et de l'autre côté, sur les économies à produire, à la fois en temps, le time to market, et aussi sur les coûts immédiats associés à la production. Là encore,
l'assemblage des prototypes, les vérifications, les lourdeurs associées, les équipes à mobiliser. Et ça encore, c'est un bénéfice à l'entreprise. Et donc, si je fais la synthèse, et on l'a vu avec ce que présentait Sophie au tout début, c'est que comme vous le savez chez Adobe, on a à la fois la mission d'accompagner cette créativité, mais c'est aussi cette capacité à servir les expériences clients. Et donc, je me suis amusé à ajouter le 3D créativité, puisque finalement, la 3D, comme la 2D historiquement, aujourd'hui est en capacité d'être insérée dans une chaîne de commerce tout à fait photoréaliste, tout à fait exploitable et source de conversion. Et j'ai mis quelques dimensions finalement sur lesquelles on peut travailler, le design des patrons, la réduction aussi des prototypes physiques, la rapidité sur le time to market, la diminution des échantillons et des déchets associés, et puis le dernier, c'est évidemment l'engagement client, et ça nous tient évidemment à cœur. Et avant de vous remercier, je voudrais juste faire un petit focus. Vous avez vu qu'il y a énormément de motivation à sauter le pas sur cette 3D, dans la chaîne, encore une fois, de commerce et d'e-commerce. Mais je voudrais faire un focus notamment sur cette responsabilité qu'on a tous, à la fois comme partenaire et comme consommateur final, et notamment sur la réduction des déchets et des échantillons associés. Donc n'hésitez pas à réfléchir aux différents cas d'usage que ça pourrait faire naître chez vous. On sera ravis d'avoir des échanges complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter. Et je vous remercie. Merci Nicolas. C'est bon ?